Et on se retrouve pour la suite de ces 9e assises numériques dédiées aux diagnostics immobiliers. Pour rappel, ces diagnostics sont des évaluations techniques obligatoires pour la vente ou la location d'un bien immobilier. Ils font partie de la gestion quotidienne des administrateurs de biens pour assurer la conformité des biens qu'ils administrent. C'est en 1996 que les premiers diagnostics ont vu le jour avec la loi Carrez, applicable dès l'année suivante en 1997. Depuis, la matière n'a cessé d'évoluer. Le législateur est lui aussi venu enrichir la liste des diagnostics obligatoires. D'année en année, ils ont gagné en technicité afin de garantir aux futurs propriétaires ou locataires une protection accrue. Alors le plus connu d'entre eux, c'est bien sûr le DPE, né en 2006 pour les ventes immobilières et étendu aux locations en 2007, avec 2 grandes réformes en 2013 et 2021. Il s'agit bien souvent d'un diagnostic mal compris par les propriétaires. Les administrateurs de biens ont donc pour mission de les informer et de les accompagner dans le dédale de ces diagnostics. Alors, quelles sont les problématiques rencontrées justement par les commissaires de justice, administrateurs de biens du fait des nouvelles réglementations? Émilie Ropers et Stéphanie Courtois sont avec nous pour en parler. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes toutes les deux commissaires de justice et vous allez tenter de nous éclairer sur ces questions. Oui, alors il est vrai que bien souvent les bailleurs sont démunis face à la complexité actuelle de ces diagnostics. Ils n'ont souvent pas conscience de la nécessité d'avoir un dossier technique complet, ni des conséquences des anomalies qui peuvent être relevées par les techniciens. Aussi, il nous appartient à nous, commissaires de justice, en qualité de professionnels du droit et de l'immobilier, d'aiguiller au mieux nos mandants pour les accompagner sur ce chemin, et notamment dans les travaux à effectuer et être vigilant quant à la durée de validité de certains diagnostics. La matière est notamment sujette à un contentieux important et l'on constate bien souvent, malheureusement, lors de la mise en gestion d'un lot, que le dossier est incomplet, voire inexistant dans certains cas. Il nous appartient d'avoir un gros travail de pédagogie auprès de nos clients, parce que d'autant plus qu'aujourd'hui, avec la flambée du coût de l'énergie, les locataires sont très sensibles à ce point et vont baser leurs critères de recherche sur la classe énergétique d'un logement. Par expérience, lors de l'interdiction des chaudières à fioul, j'ai eu bien des mots à louer une maison pourvue d'une chaudière fioul. Bien souvent, on ne passait même pas l'étape de la visite. La question revenait inlassablement de savoir si ce mode de chauffage allait être changé, si les travaux étaient prévus. Répondant par la négative, on ne passait pas la barrière de la visite. Et puis, d'autant plus que les locataires vont aussi être sensibles à ce point parce qu'on touche au portefeuille et il m'est arrivé dernièrement, en qualité de commissaire de justice, d'être consulté par un locataire désireux d'assigner en justice son propriétaire, puisque lors de la conclusion du bail, il n'avait pas eu connaissance du DPE et estimait avoir une consommation énergétique trop importante et souhaitait en faire supporter le coût par son propriétaire et exiger des travaux de rénovation. Alors Stéphanie Courtois-Le Fur, quelles sont les obligations relatives à cette problématique des diagnostics? Alors déjà depuis longtemps, les diagnostics doivent être annexés obligatoirement au bail lors de sa signature pour permettre d'informer le locataire des caractéristiques du logement qu'il va louer et pouvoir évaluer si il correspond aux normes en vigueur. Il faut faire très attention parce qu'il y a eu un changement dans les réglementations. Donc il faut que nous vérifions systématiquement que les diagnostics qui ont pu nous être remis par nos mandants il y a déjà quelque temps soient suffisamment à jour, soient complets et pas erroné. En fait, on engage notre responsabilité si on signe un bail pour le compte de nos propriétaires avec des manquements ou des défauts de complétude. Un bail peut être annulé, un loyer peut être revu à la baisse. Donc ça peut être lourd de conséquences et on engage notre responsabilité en tant que professionnel. Ensuite, vis-à-vis du propriétaire, avec les nouvelles réglementations, il va falloir leur annoncer que les diagnostics qu'ils ont effectués il y a quelques années doivent être soit
complété, soit refait. Donc on a un devoir d'information, un devoir d'explication. On doit mettre en avant la nécessité au niveau du propriétaire, lui rappeler ses obligations de s'y conformer, et en même temps tout ce qu'il doit mettre en œuvre pour pouvoir mettre son bien en location. Donc on a un rôle de communication important, on doit aussi les rassurer. Pour ça, c'est un domaine qui est assez complexe. On s'est formé, ce n'est pas notre cœur de métier, le diagnostic. Donc lorsqu'on a créé le groupement il y a maintenant plus de 10 ans, nous sommes tournés vers la société Exim, qui est un réseau en fait national de diagnostiqueurs indépendants. Et ce partenaire est devenu le partenaire historique du groupement pour les diagnostics. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir comme intervenant représentant Exim, Monsieur Christian B. Je m'en doutais, excusez-moi, qui est directeur technique national. Voilà, donc bonjour à vous, bonjour. Christian B, bienvenue sur ce plateau. Vous faites donc partie de ce réseau Exim, qui est effectivement un réseau national spécialisé dans les diagnostics immobiliers. Alors d'abord un mot sur le calendrier. 1er septembre 2024, les commissaires de justice, administrateurs d'immeubles auront la possibilité donc de pratiquer l'entremise immobilière. Ils seront amenés à faire réaliser concrètement des diagnostics pour la vente. Qu'est-ce qui diffère concrètement des diagnostics locatifs et quelles sont les conséquences juridiques, surtout en cas d'anomalie? Alors c'est plus une différence juridique que technique, puisque dans la majorité des cas, les diagnostics sont réalisés de la même manière, la technicité est la même. C'est surtout une durée de validité qui peut être différente, et puis les obligations qui sont liées à ces diagnostics. En location, en général, lorsque des anomalies sont constatées, pour que le bâtiment le lot plutôt soit considéré comme décent, il faut que les anomalies soient éliminées. Alors que dans la transaction immobilière, c'est une transmission d'informations, c'est ce qu'on appelle un transfert de responsabilité juridique. Et là, le vendeur n'a l'obligation que de transmettre l'information de la présence d'anomalies, à charge à l'acquéreur de s'en faire c'est à lui de décider ce qu'il en fera au moment où il aura acheté le bien. Et il y a aussi donc une durée de validité, c'est-à-dire que la majorité des diagnostics à la vente ont une durée de validité assez courte. En général, en tout cas pour le gaz et l'électricité, c'est 3 ans. Pour le diagnostic plomb, si du plomb a été découvert, c'est 1 an. Et là, il y a vraiment une obligation de revisite à ce moment-là pour vérifier qu'il n'y a pas eu de dégradation du bâti, qu'il n'y a pas eu dégradation des peintures plombées, par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, c'est plus juridique que technique. Là, il y a aussi une différence, c'est que dans la partie locative, on ne parle pas du tout de diagnostic amiante, alors que dans l'avant-vente, c'est un des diagnostics les plus importants, hormis le DPE, sur la partie sanitaire et les risques sanitaires liés à l'amiante. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les diagnostics obligatoires, leur durée de vie aussi et les prochaines évolutions du DPE? Alors, il y a 7 domaines de diagnostic. Il y a le plomb. Donc, c'est tous les bâtiments construits avant les logements construits avant 1948. L'amiante, donc là, encore une fois, il y a une date butoir, c'est toutes les constructions dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 97. Ensuite, il y a le diagnostic gaz et le diagnostic électricité. Ils sont très liés tous les deux. Il faut que l'installation ait plus de 15 ans pour que le diagnostic soit réalisé. Donc, il y a le principe du consuel ou du caligaz qui peut donner des informations à ce sujet-là. Et donc pour le reste, ensuite on a le diagnostic thermite. Donc là, c'est la différence, c'est que ce sont des arrêtés soit communaux, soit régionaux, soit départementaux qui mettent en place l'obligation de le réaliser, qui donnent une information sur soit le fait que des termites ont pu transiter dans le bien, ou qu'il y a effectivement des termites de présent. Donc là, c'est plus ce genre de choses-là. Il y a donc la loi Carrez. La loi Carrez à la vente, c'est une obligation pour tout lot de copropriété. Et je crois que j'ai fait le tour. Plomb, amiante, DPE, gaz, électricité, thermite et Carrez. Oui, c'est ça. Stéphanie Courtois-Le Fur, vous avez rappelé que les nouvelles réglementations nécessitent de compléter ou refaire des diagnostics. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quel moment de la vie d'un bail les diagnostics périmés doivent être actualisés? Donc, on va distinguer 2 périodes. Il y a d'abord lorsque l'on signe un nouveau bail ou qu'on renouvelle un bail. À ce moment-là, il est certain qu'avec les nouvelles dispositions qui sont rentrées en vigueur, il va falloir refaire les diagnostics.
Ça dépend effectivement pour les DPE de leur période de validité, mais on arrive à la dernière échéance de la validité des diagnostics qui ont été effectués entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021. Effectivement, ils sont valables jusqu'à la fin de l'année, mais comme il va falloir compléter de toute façon les diagnostics que l'on avait avant dans nos dossiers, on va conseiller à nos propriétaires d'en profiter pour revoir également les DPE. Ensuite, concernant les baux en cours et les baux en tacite reconduction, la problématique est différente puisque normalement, on n'est pas obligé d'annexer de nouveaux baux, de nouveaux diagnostics. Je vais y arriver, excusez-moi. C'est à ce moment-là au locataire, s'il souhaite refaire un diagnostic, de faire la demande à son propriétaire, mais celui-ci n'est pas obligé de le faire si le diagnostic est encore valable. Dans le cas de la tacite reconduction, le ministère s'est prononcé sur une volonté, bien que le propriétaire n'ait pas l'obligation d'anticiper et de refaire un diagnostic, néanmoins, il doit rendre un logement décent qui répond à des conditions de validité énergétique. Et à ce moment-là, il a l'obligation de refaire un DPE. Émilie Ropers, les administrateurs de biens ont l'obligation, on le sait, de faire apparaître donc certaines mentions dans les annonces de recherche de locataires ou d'acquéreurs. D'ailleurs, quelles sont ces obligations et quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect? Alors cela concerne les commissaires administrateurs de biens, mais aussi l'ensemble des professionnels de l'immobilier. C'est-à-dire que le code de la construction et de l'habitation, dans son article L126-33, prévoit que les annonces doivent reprendre certaines mentions du DPE et les mentions doivent être lisibles, comporter des étiquettes en couleur, notamment pour ce qui va être des annonces en vitrine et dans des annonces qui vont figurer sur nos sites internet et les différents sites de petites annonces en ligne. Ce qui est différent pour la presse écrite où là on est dispensé de la couleur. Ces annonces doivent indiquer les lettres de l'échelle de classement énergétique et climatique. Ces lettres doivent être en majuscules et la taille des caractères doit être au moins égale à celle des caractères de l'annonce. Donc c'est vraiment précis. On ne va pas écrire ça en tout petit à la fin de l'annonce de manière à ce que ce soit un petit peu caché si la classe n'est pas très favorable. Il faut vraiment respecter ce formalisme. Et notamment sur les logements énergivores, c'est-à-dire que les logements qui seront classés F ou G, il faudra là le faire apparaître en caractère apparent la mention logement à consommation énergétique excessive. Et nous devrons indiquer également le montant des dépenses théoriques, ainsi que l'indice annuel de l'année de référence et qui a servi de base pour établir cette échelle. Donc c'est vraiment précis. On constate malheureusement, nous en parlions tout à l'heure, qu'il y a encore trop de propriétaires qui se dispensent de ces mentions. On trouve encore beaucoup d'annonces totalement vierges en matière de consommation énergétique. Et pourtant, les sanctions sont importantes. C'est-à-dire que si la mention est fausse ou erronée, le locataire peut demander à son propriétaire des dommages et intérêts et il peut aller plus loin, il peut demander même l'annulation du bail. Alors, entre nous, c'est très rare, hein, c'est à la marge, mais il faut l'avoir à l'esprit que c'est possible. Et les sanctions pour un bailleur professionnel, l'amende peut aller jusqu'à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour un bailleur personne morale. 15 000 €, on commence à atteindre des sommes importantes. Donc, soyez vigilants sur vos annonces. Et en ce qui concerne les copropriétés, Christian Bay, quelles sont les obligations pour le syndic ? Ce sont des choses qui sont... Les diagnostics sont un peu différents. C'est-à-dire que là, on s'adresse surtout aux parties communes de l'immeuble. En tout cas... Un propriétaire de lot a l'obligation de réaliser les mêmes diagnostics qu'un propriétaire de biens individuels. Mais en plus de ça, il doit y avoir une série de diagnostics réalisés sur les parties communes. Donc le plus connu, encore une fois, c'est le diagnostic plomb et le diagnostic amiante, qu'on appelle le DTA. Donc je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc il y a une gestion à avoir. Il faut que ce DTA soit à jour au moment de la vente d'un des lots de copropriété. Et concernant le plomb, c'est un diagnostic qui est fait une seule fois, dans lequel on indique la présence ou pas de plomb, l'état de dégradation des peintures concernées, et le syndic de copropriété doit à ce moment-là mettre en place des travaux si nécessaires pour maintenir hors classe 3. Donc hors classe 3, ça veut dire qu'il ne faut pas que des peintures dites plombées soient écaillées ou puissent transmettre de la poussière ou des écailles.
Donc, il n'y a pas l'obligation de retirer ces peintures, ça c'est pas nécessaire, mais il faut que ce soit au minimum un classe 2, c'est-à-dire des petits éclats, des petites casses, mais il ne faut pas que ça soit émetteur de poussière. Et donc ensuite, il y a aussi le DPE à l'immeuble maintenant, qui a été mis en place, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, et qui est une obligation depuis le début de l'année, là, et qui permet surtout à une copropriété de pouvoir temporiser les obligations de travaux au niveau justement de l'économie d'énergie. Donc il s'agit du DPE collectif. Le DPE collectif. C'est bien ça. Alors que comporte-t-il exactement et quelles sont les conséquences aussi pour les immeubles les moins bien notés? Alors il y a deux choses. Il y a un DPE à l'immeuble et va être réalisé de la même manière qu'on faut imaginer un DPE réalisé sur une énorme maison. Voilà. C'est-à-dire qu'on va cumuler l'intégralité des parties privatives de l'immeuble. On va vérifier les parties communes si elles sont chauffées ou pas. Et donc ce DPE va considérer l'enveloppe du bâtiment dans sa globalité et non pas les parois d'un lot ou de... Voilà. Et donc va donner un classement sur l'immeuble complet. Parce qu'on a beaucoup de difficultés à l'heure actuelle au niveau des DPE au lot qui correspondent aux petites surfaces qui sont souvent très très mal notées. Et donc le DPE à l'immeuble peut temporiser les problématiques de ces petits lots. Oui, il concerne les immeubles donc en monopropriété et les copropriétés de plus de 200 lots. Oui, c'est ça, les deux. Et c'est bien ça. Donc, on le sait, la rénovation énergétique est bien sûr au cœur de l'actualité pour réduire les gaz à effet de serre. Depuis le 1er avril 2023, les logements donc classés F ou G, dits passoires énergétiques, donc doivent faire l'objet d'un audit énergétique. À quoi sert cet audit et quelles sont les missions de l'auditeur ? D'abord, une petite précision à apporter sur l'histoire de l'étiquette. L'étiquette a été modifiée en 2021 et maintenant on parle de l'étiquette climat. C'est-à-dire qu'on ne tient plus compte de deux étiquettes. C'est-à-dire avant il y avait l'étiquette énergie et l'étiquette gaz à effet de serre. Maintenant, le législateur a demandé que la moins bonne des valeurs devienne la valeur de référence. Si vous avez un classement énergétique qui va être en D, par exemple, qui est pas trop mal énergétiquement, mais si vous avez un classement en F, en gaz à effet de serre, l'étiquette qui apparaîtra sera en F. Donc c'est ça, c'est important à retenir parce que les travaux à ce moment-là sont à cibler sur ce qui est le plus énergivore des deux. Donc l'audit énergétique, en fait, on part de la base du DPE. Le DPE, lui, donne une information sur l'état énergétique du bâtiment. Et face à ça, on propose un audit énergétique qui va prendre en compte les travaux nécessaires à réaliser, mais qui va prendre en compte aussi ce qu'on appelle les travaux induits. C'est-à-dire tout ce qui peut être autour de cette rénovation énergétique. Si on doit démonter des cloisons, si on doit... ça doit être pris en compte dans un audit. Donc le coût n'est pas exactement le même. Et donc la hiérarchisation des travaux n'est pas exactement les mêmes. Et ça donne vraiment une différence. Dans le DPE, on va donner, par exemple, si on a un DPE, on va donner des scénarios de travaux, c'est-à-dire on va donner un premier scénario en disant voilà ce qu'on peut faire, et un second scénario en disant voilà ce qu'on peut faire, alors que dans l'audit, on prend un seul et unique scénario qui part de l'état actuel du bâtiment en l'amenant au plus haut possible, c'est-à-dire en B, et on va faire d'abord une proposition en faisant ce que moi j'appelle le one-shot, c'est-à-dire qu'on fait tous les travaux pour arriver à cette classification, ou alors une succession de travaux, donc du step-by-step dans ce cas-là, pour pouvoir arriver à au même résultat énergétique. C'est un choix après de la copropriété de se lancer soit dans des travaux lourds en une seule fois, ou une série de travaux successifs. Christian B, merci à vous pour vos précisions. Merci également à vous, Émilie Repers, et à vous, Stéphanie Courtois-Le Fur. On va justement s'intéresser à présent à la rénovation énergétique des logements et des copropriétés.